Donc au niveau de la cornée, on était à l'épithélium, hein, donc la couche la plus externe, avec, on disait 7 à 8 couches de cellules. Okay, donc c'est une épaisseur de 7 à 8 cellules, et qui est séparée en 3 assises. L'assise superficielle, hein, qui est donc avec des desmosomes, des jonctions serrées, des microvillosités, c'est logique, hein, c'est la partie externe, donc ça doit bien refermer le tissu, donc effectivement tight junction et desmosome. Ensuite, la microvillosité qui va aider à maintenir le film lacrymal à proximité, sur l'œil, quoi, sur justement cette couche épithéliale. L'assise intermédiaire et l'assise basale, donc, qui est donc faite d'une seule couche de cellules, qui sont des couches de cellules, enfin qui est une couche de cellules, comme une sorte de mosaïque si vous voulez, avec des cellules claires et des cellules sombres. Et c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de mitose. Mais à nouveau, c'est logique, hein, la membrane basale, c'est ce qui est au plus bas, et c'est elle qui va à chaque fois renouveler. On avait vu quand c'était pluristratifié qu'on avait un renouvellement cellulaire qui se fait par le bas, et donc petit à petit, les cellules mortes vont être évacuées. Donc effectivement, on va avoir au niveau de la base beaucoup de mitose, et on va avoir 3 types de cellules différentes. Ici, des cellules qui sont très fortement serrées et avec des microvillosités. Entre les deux, des cellules intermédiaires, et ici une couche simple de cellules qui vont être claires et sombres. Ok. Ensuite, on a cette fameuse membrane de Bowman, qui est une couche qui est acellulaire et qui contient uniquement des fibres de collagène. Ok. Et donc, on vous dit ici à la page 60 que en avant, elle est séparée de la membrane basale par un espace clair. En arrière, les fibres de collagène se confondent avec les faisceaux de fibres de collagène du stroma. Ok. Donc tout simplement, effectivement, on a des fibres de collagène qui sont en bas collées au stroma et au-dessus sur la membrane basale. Ok. Au niveau donc la membrane basale, ce qu'on avait toujours vu, hein, dans un épithélium, il y a toujours une membrane basale, et puis derrière le tissu conjonctif, et bien ici on a une membrane basale, et ici on a en plus une membrane de Bowman qui est riche en fibres de collagène. Ensuite on a le stroma. Okay. Le stroma qui est donc la couche la plus importante, hein, ici, hein. Et ici d'ailleurs. Et donc on va avoir le stroma qui lui va être épais, transparent et évidemment avasculaire. Il contient des fibroblastes qui vont évidemment fabriquer les fibres de collagène et des substances fondamentales, de la substance fondamentale qui elle est riche en mucopolysaccharides. Okay. Donc ça c'est au niveau du stroma et de la composition du stroma. On vous dit d'ailleurs ici, hein, elle fait 90% de l'épaisseur totale de la cornée. Okay. Et donc il est bien adapté à la transparence puisqu'il est avasculaire. Et on vous parle des fibres de collagène, de la substance fondamentale qui est riche en mucopolysaccharides. Et puis ensuite on vous parle des cellules ou des fibrocytes ou des kératocytes. Donc effectivement c'est des fibroblastes à nouveau, mais il y a aussi des kératocytes. Donc il y a 2 types de cellules, hein, les fibroblastes et les kératocytes, okay, qui vont être des cellules aplaties, allongées, peu nombreuses, situées entre les fibres de collagène. Et donc c'est bien elles qui vont synthétiser les fibres de collagène. Donc les kératocytes, elles font plutôt des fibres de kératine, mais donc on va avoir des fibroblastes et des kératocytes qui vont fabriquer les différentes fibres, comme on a toujours vu, hein, dans les tissus conjonctifs, en disant tiens, c'est les fibroblastes qui fabriquent les fibres qui sont dans la substance fondamentale, okay, de la matrice extracellulaire, quoi, en gros. Okay, vous avez à la page suivante la figure 5 qui vous redonne les différentes structures, hein, avec les cellules supérieures qui sont relativement aplaties et qui contiennent beaucoup de desmosomes et qui ont des microvillosités, les cellules intermédiaires à plusieurs couches, et puis les cellules basales qui sont assez hautes et qui forment une couche cellulaire sombre et claire. Okay. Ensuite, on vous voit la membrane basale. En dessous, vous voyez la membrane de Bowman, qui est donc les petites barres, ce sont bien les fibres. Et en dessous, on va avoir le stroma. Okay. Ça, c'est le genre de schéma que vous devez être capable de faire, hein. Okay. Avec le stroma qui lui va contenir les kératocytes et les fibroblastes. Ça va, qui est du coup riche aussi en fibres de collagène et en mucopolysaccharides. Ensuite, on continue avec la membrane de Descemet, je ne sais toujours pas comment on le prononce ce nom.
Alors, ici, donc elle est non innervée, ok, et elle va avoir une portion superficielle et une portion profonde. Ok, vous voyez ici donc une portion superficielle qui représente un tiers de la membrane de Descemet, et elle est formée de bandes noires verticales séparées par des intervalles clairs qui résultent d'un arrangement tridimensionnel des fibres de collagène. Ok, donc ça c'est pour la fibre de Descemet, et la version profonde qui fait 2/3 de l'épaisseur de la membrane, et elle est élaborée après la naissance et elle est beaucoup plus granuleuse. Est-ce que vous retenez? Vous retenez principalement qu'on va avoir une portion superficielle, une portion profonde. Portion profonde, elle est granuleuse. La portion superficielle, elle est formée de bandes noires et de bandes claires. Ok. Ensuite, on a l'endothélium, juste en dessous, ici, de l'endothélium. Il est lui aussi non innervé. Ok. Il est formé de plus ou moins 500 000 cellules hexagonales. Donc c'est ça, ces cellules hexagonales qu'on voit ici. Hein. Au niveau postérieur, il est au contact avec l'humeur aqueuse. Hein. On est ici en dessous, donc on est vraiment de l'extérieur de l'œil, de la cornée vers l'intérieur. Okay, donc on arrive ici dans la chambre antérieure, et donc il est bien en contact avec l'humeur aqueuse. Et son niveau antérieur, eh bien, il est en contact avec la membrane de Descemet. Descemet, je ne sais pas comment on dit ce truc. Enfin bon, lui aussi, il va contenir des jonctions serrées, mais aussi des gap junctions. Okay, donc ça va lui permettre effectivement de communiquer d'une cellule à l'autre. Hein, vous vous souvenez, les gap junctions, c'est qui permet le passage d'informations ou d'éléments, de molécules d'un élément à l'autre sans devoir passer à travers une membrane. Hein, donc c'est une sorte de pont entre les cellules. Et la jonction serrée, ça semble logique aussi, puisque c'est quelque chose de terminal. Donc ici, on a des jonctions serrées, et ici, on a des jonctions serrées, hein, on est d'accord? Puisque l'idée, c'est bien de cimenter, hein, de manière hermétique, si vous voulez, cette cornée avec l'extérieur et avec l'humeur aqueuse qui est ici. Ensuite, mais plus particulièrement, on a évidemment le limbe, et au niveau du limbe, donc quand on arrive à l'endroit où on va avoir une jonction avec ici, donc le limbe, quand on va être entre la cornée et la choroïde, eh bien là on va avoir la sclérotique. On va avoir ici la présence de ligaments pectinés. Okay, donc dans la partie profonde, on va avoir au niveau du limbe des ligaments pectinés. Donc c'est quelque part tout simplement parce qu'il va falloir quelque chose d'un petit peu plus résistant à cet endroit-là. Okay. Donc la partie profonde de cette zone, on observe les anneaux de fibres conjonctivo-élastiques appelés ligaments pectinés. Et donc ça donne justement cette élasticité entre justement la cornée et la choroïde. Okay. Donc l'innervation, quelque part, on en a déjà parlé. Hein, je vous ai mis à chaque fois celle qui était non innervée. Donc ici non innervée. Et donc c'est ce qu'on vous donne ici dans le syllabus. Au niveau de la vascularisation, hein, elle est donc avasculaire, mais on observe de fins capillaires pénétrant au-delà du limbe sur une distance. Retenez qu'elle est avasculaire. Et que si elle est vascularisée, c'est que c'est quelque chose de pathologique. Donc la cornée est avasculaire, et au niveau de l'innervation, okay, c'est toujours innervé par le nerf ciliaire long et court, qui sont les filets terminaux sensitifs de la branche ophtalmique 5. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est le nerf, les trijumeaux. C'est la branche supérieure des trijumeaux. On a vu que les trijumeaux, il y avait 3 branches, ophtalmique, maxillaire, mandibulaire. Eh ben, la partie ophtalmique, c'est elle qui va aller irriguer la sclérotique et évidemment la cornée. Okay. Au niveau du limbe, surtout, parce qu'après, eh bien, elle est... Donc ici, au niveau du limbe, on trouve 70 à 80 nerfs anastomosés entre eux par des anneaux horizontaux, réalisant un plexus cornéen, donc tout autour de la cornée. Et puis ensuite, les nerfs pénètrent le limbe en position radiale après avoir traversé la conjonctive, la sclère et l'épisclère. Du limbe, les nerfs cornéens se dirigent vers le centre de la cornée. Ces nerfs se divisent de plus en plus et deviennent de plus en plus superficiels. Okay. Chez l'homme, il y a des filets nerveux dans la membrane de Descemet, ni dans la membrane, il n'y a pas de filets nerveux dans la membrane de Descemet, ni dans l'endothélium. Donc, vous retenez bien que c'est dans la membrane. Et ici dans l'endothélium, c'est pas innervé, mais par contre que le reste de la cornée est bien innervé. Ça va? Par justement la branche de l'ophtalmique.
hein, nerf ciliaire long qui est donc bien une branche de l'ophtalmique. Je ne vais pas revenir en arrière dans le slide, je l'ai montré il y a 2 minutes. Ou dans la vidéo précédente. Alors, donc on a à nouveau, à la suite, vous avez des différents schémas avec le stroma postérieur, la membrane de De Smet, avec justement ces lignes noires et ces lignes claires, et puis ensuite l'endothélium qui est dessiné avec de nouveau les tie junctions. Et alors les jonctions, les gap junctions, les jonctions communicantes, elles ne sont pas très bien dessinées ici, mais donc il y a bien, je vous l'ai dit, des jonctions communicantes. Alors, on va continuer avec l'iris. Au niveau de l'iris, et donc on rentre dans un chapitre nouveau qui est donc bien l'UV. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, puis après ils ont mis la choroïde. Mais donc maintenant on rentre bien dans l'UV, et l'UV, on a dit que c'était composé par l'iris, la choroïde et le corps ciliaire. Ok, pour ceux qui suivent. Donc, on va avoir l'iris, c'est donc bien un disque perforé, hein, ça vous le voyez à l'œil nu, hein. Ce trou justement perforé, c'est la pupille, et donc on va avoir une grande circonférence et une petite circonférence. Okay, donc on va avoir cette grande circonférence et cette petite circonférence qui vont être intéressantes parce qu'on va parler de près de la petite et près de la grande circonférence. Donc elle a une épaisseur qui est variable, donc tout au long ici vous voyez bien qu'il y a des sortes de vagues, hein, les plis de l'iris, hein. Donc au niveau de la chambre antérieure, on voit certains plis, et donc c'est bien ça qui va donner l'épaisseur variable de l'iris. On a une face postérieure et une face antérieure, donc la face postérieure ici, et la face antérieure qui est ici. Elle joue un rôle de diaphragme, donc c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se contracter ou de se relâcher. Okay, et donc il y a un muscle dilatateur de la pupille, donc ça dilate, si vous voulez, le trou, donc c'est bien une contraction. Okay, et le muscle du sphincter de la pupille, ici, c'est aussi une contraction, mais qui va tirer et rétrécir la pupille. C'est comme un sac avec ses cordes, vous tirez sur la corde et le trou se rétrécit. Et donc ici, on va avoir justement le muscle sphincter qui diminue la taille de la pupille, et ici, le muscle dilatateur de la pupille qui lui va se contracter et donc agrandir le trou de la pupille. Ok ? Et on avait vu justement avec l'ortho et le parasympathique, si vous vous souvenez, justement la dilatation et la contraction de la pupille, hein, mydriase et myosis. Alors, donc myosis et mydriase si on veut être correct. Divise le globe en 2 chambres, donc c'est là ici qu'on va avoir la chambre antérieure et ici la chambre postérieure. La chambre postérieure quelque part, oui je vous disais, donc elle se situe ici mais elle continue, hein. Donc la chambre antérieure c'est ce qui est devant l'iris, la chambre postérieure c'est tout ce qui est derrière. Ok, donc on va avoir ici fabrication de l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, tout ça c'est la chambre postérieure. Ok, donc il divise le globe entier en deux chambres. Et pour ce qui est de l'humeur aqueuse, par contre, elle est fabriquée au niveau de la chambre postérieure et elle va arriver au niveau de la chambre antérieure. C'est ce qu'on voit exactement dans le schéma qui est ici. Hein, on voit bien ici les process ciliaires, hein, qui vont ici fabriquer l'humeur aqueuse et qui va circuler pour ensuite être les déchets, la partie riche en déchets qui va être réabsorbée ici. Ok, alors oui, d'ailleurs ici, vous aviez ici, hein, les artères ciliaires postérieures et les artères ciliaires antérieures dont je vous parlais, hein, ici à ce niveau-ci. Donc ici on revient à mon iris, donc qui fait bien partie de l'UV. Et donc on va avoir cet iris qui va s'insérer ici, si vous regardez, au niveau du corps ciliaire. Ok, et c'est ce qu'on va appeler l'angle iridio-cornéen. Hein, l'angle iridio-cornéen qui est indiqué ici, qui est donc bien ici, l'angle iridio-cornéen, ça marche, qui est donc cette partie-ci, à ne pas confondre avec ici, ce qu'on avait déjà vu, hein, vous vous souvenez, avec le trabéculum et la ligne de Schwalbe. Okay, la ligne de Schwalbe, trabéculum, et puis ici, l'angle iridio-cornéen. En dessous encore, un peu plus bas. Alors au niveau de l'iris, donc c'est ce qu'on peut voir ici, on va voir que sur la face antérieure, donc c'est bien celle qu'on voit quand on regarde de l'œil de l'extérieur ou quand on regarde dans un miroir, c'est cette partie-ci, hein, on est bien de ce côté-ci, eh bien on va avoir une zone
centrale, une collerette